Je lui ai donné la poupée le jour de son anniversaire. Elle l'a tout de suite adorée. Elle m'a dit qu'elle était magnifique. Ses cheveux étaient tellement doux et sa robe super mignonne. Elle ne la quittait plus des yeux. Durant la journée, elle l'asseyait sur la table pour qu'elle puisse la regarder en faisant le ménage. La nuit, elle l'a posée près du lit pour qu'elle nous regarde pendant notre sommeil, ses grands yeux bleus immobiles dirigés vers lui. Mais l'amour de ma femme pour la poupée a brusquement changé. J'ai rapidement compris que quelque chose clochait. Je lui ai demandé, évidemment, mais elle ne voulait rien me dire. Elle trouvait que c'était moi qui disais n'importe quoi. Mais jour après jour, elle se fermait de plus en plus. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus. L'ultimatum. Soit elle me disait ce qui se passait maintenant, soit je l'emmenais de force voir un docteur. Alors elle a cédé et lâché ce qu'elle avait sur le cœur. Elle m'a dit que c'était la poupée, qu'elle avait changé, qu'elle avait l'impression de se faire constamment observer. Il semblait même que celle-ci bougeait. Ça m'a bien entendu inquiété et j'ai décidé de jeter un coup d'œil à cette poupée. Elle était assise, immobile, sur la table de chevet de la chambre, ses grands yeux bleus fixes toujours aussi beaux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un soupir de soulagement. Bien sûr qu'elle ne bougeait pas, c'était impossible. J'allais faire demi-tour lorsque j'ai vu un tout petit mouvement du coin de l'œil. Je me suis retourné vers la poupée pour coller mon visage au sien et fixer ses yeux. Quelque chose bougeait. J'ai essayé de me concentrer, de regarder de plus près. Oui, incontestablement, il y avait un mouvement. Mais pas de l'œil lui-même, c'était juste derrière. Avant que je puisse enregistrer quoi que ce soit, l'œil est sorti de son orbite pour laisser sortir deux petits asticots qui gigotaient. Choqué, j'ai brusquement reculé, faisant tomber la poupée. Ma femme m'a appelé pour savoir ce qui se passait, mais je dis de pas s'en faire. Puis ont pris la poupée, utilisé un mouchoir pour nettoyer les verres, et en pressant la peau et le plastique, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres à l'intérieur. Trop tôt, beaucoup trop tôt. J'avais espéré qu'elle tiendrait mieux. Je devais lui en trouver une nouvelle. Peut-être la garder en vie au début pour qu'elle dure plus longtemps. En jetant la vieille poupée, je me suis rappelé de ce que ma femme m'avait dit à propos des belles boucles blondes de la petite Cathy qui habitait quelques immeubles plus loin. N'avait-elle pas aussi de grands yeux et beaux bleus? J'étais en vacances dans la maison qui appartenait à mon grand-père avant qu'il ne meure une dizaine d'années auparavant. Ma famille l'avait toujours entretenu et continuait de payer les factures d'électricité et de gaz pour qu'un membre de la famille puisse venir ici en cas de problème. Peu avant Noël, nous avions décidé avec mes parents, oncles, frères et sœurs, nous sommes une grande famille, d'aller passer les festivités dans cette cabane, relativement isolée et située en Haute-Savoie, pas loin de Thonon et dans les montagnes déjà enneigées. Nous étions tous déjà arrivés le 22 au soir et décidions du programme du lendemain. Toute la famille irait faire une randonnée dans la montagne, sauf moi et mes deux frères. Nous détestons la montagne. Nous avions donc décidé de rester à la maison. La nuit s'était bien passée. Aux aurores, le reste de la famille partit. Mes frères et moi avons passé la journée au village, au bar plus précisément. Nous étions rentrés le soir et avons passé une heure ou deux à essayer de faire marcher la télévision avec succès. Nous avions suivi le journal télévisé. Toujours la même rengaine des achats de Noël à faire et des cadeaux qui allaient se retrouver sous le sapin. Afin de décuver, mon frère aîné et moi étions affalés sur les fauteuils. Mon petit frère, lui, était occupé à donner un semblant d'ordre aux babioles sur le bureau. C'est à ce moment que j'ai décidé de prendre une photo périphérique de l'intérieur de la masure histoire de montrer à ma petite amie comment nous étions bien installés. Tard dans la nuit, ma famille est revenue, et nous nous sommes tous endormis. Ma petite sœur étant tombée malade à cause de la randonnée, nous avions donc tous décidé de rentrer en ville passer Noël chez des amis. En sortant de la cabane, j'avais remarqué des empreintes dans la neige qui menaient à quelques mètres de la fenêtre qui donnait sur le salon, là où mes frères et moi avons passé la soirée. Je pensais que c'était un des membres de la famille qui voulait faire discrètement voir ce que nous faisions. Avant d'entrer, c'était au moment où postait la photo sur Facebook que j'ai aperçu quelque chose qui clochait. Sur le côté, à travers la fenêtre, on peut y voir un homme. J'ai peur que dans sa main, il tienne un couteau. En tout cas, ça y ressemble terriblement. J'ai rapidement fait le lien entre les traces de la neige et cette personne. Je n'ai pourtant l'instant parlé de cette histoire à personne. Mais j'ai vraiment peur, parce que ma famille songe à retourner à la maison dès que ma petite sœur sera rétablie. Chaque jour, en rentrant de l'école, je pose mon sac au pied du lit. C'est un réflexe. Je rentre en trompe dans ma chambre, je balance les chaussures sur l'autre bout de la pièce et je jette mon sac au pied du lit avant de m'affaler sur le lit et de jouer à l'ordinateur. La nuit, j'ai toujours une petite peur. La lumière des lampadaires dehors éclaire assez bien ma chambre, sauf le côté gauche de mon lit. Et chaque nuit, je vois une forme qui dépasse. À chaque fois, je sursaute, croyant quelque chose qui m'épie la nuit. Mais je me rappelle de mon réflexe et fais rapidement le lien entre cette forme et mon sac. Je me retourne donc dans mes draps et m'endors assez rapidement. Mais en rentrant, j'avais jeté mon sac sur la chaise, devant mes yeux maintenant.
Quelle est cette forme? Enfant, je n'arrivais pas à dormir. Il faut dire que lorsque je me couchais, ma mère, après m'avoir bordé et souhaité bonne nuit, avait une habitude qui me dérangeait. Elle vérifiait par l'entrebâillement de la porte si j'étais éveillé. Le fait est que je ne voyais qu'une ombre distordue. Je ne la reconnaissais pas à travers l'obscurité, et ça me terrifiait. Ironie du sort, c'était cela qui m'empêchait de dormir. Ce soir-là, j'avais finalement décidé de lui en parler. Elle m'avait rassuré en me câlinant. Et, au creux de son épaule, j'avais revu la silhouette dans l'entrebâillement de la porte. Ce qui m'a séduit en premier chez elle, c'était ses yeux. Je ne croyais pas à l'amour, mais la première fois où j'ai regardé dans ses magnifiques yeux verts, j'ai su que c'était elle. J'adorais voir mon reflet dans ces yeux-là, chercher au fond de son âme et voir que j'avais une place. C'est un peu stupide, mais j'avais même écrit des poèmes sur eux. Je me souviens plus exactement, mais je lui avais dit, il y a tellement de vie dans tes yeux, et d'amour. Mon Dieu, j'adorais la façon dont la lumière dansait à l'intérieur d'eux. Je ne pourrais pas m'imaginer ne plus être capable de les regarder avec un air rêveur. Maintenant, si je pouvais juste trouver une boîte aussi belle que ses yeux, je pourrais rater de me les trimballer dans la poche. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé me retrouver dans des endroits sombres et me fondre dans l'obscurité. J'ai la capacité de voir à peu près correctement dans le noir, comme le chat du voisin. Il vient parfois me tenir compagnie dans le grenier. Je vis dans cette pièce car elle est calme et personne n'y vient jamais, sauf ma petite sœur. Elle vient me rendre visite tous les soirs pour que l'on joue. Elle m'a demandé de ne pas en parler à maman. Elle n'a pas l'autorisation de monter me voir d'habitude. Parfois, quand elle y pense, elle m'apporte quelques animaux morts qu'elle ramasse dans la rue. Elle sait que je raffole de leur chair si tendre. Elle fait toujours bien attention de ne me ramener que des petits animaux, comme des rats, des oiseaux ou encore des serpents pour que je puisse les engloutir sans trop de mal. Ma petite sœur aime me regarder manger. Elle trouve ça bizarre et rigolo, selon ses dires. Elle m'a aussi dit qu'elle connaissait personne d'autre que moi qui pouvait dévorer des cadavres de cette façon. Mais cette situation est plutôt instable. Plus les jours passent, plus j'ai faim. Ma petite sœur a beau venir m'apporter à manger tous les jours depuis quelques semaines, je ne suis jamais rassasié. J'ai besoin de plus. L'odeur de sa chair m'enivre progressivement. À chacun de ces passages, j'ai de plus en plus de mal à résister à l'envie d'y trancher la gorge. Ma petite sœur ne me craint pas. Elle a confiance en moi. J'ai faim. J'ai tellement faim. Cette fois-ci, je pense que mon instinct bestial va reprendre le dessus. Que Dieu me pardonne. Dieu qui m'a créé tel un être imparfait. J'entends. Elle monte. Les marches de l'escalier menant à ma demeure grincent d'une façon stridente. Elle approche. Son odeur, sa fragrance m'hypnotise. J'ai fini de lire ces dernières lignes. Cette page devait être issue d'un journal. Sans me hâter, je remarque qu'il y a une dernière ligne presque illisible mais déchiffrable avec un effort. Maintenant, je vais me trouver une autre petite sœur. 15 août 1999. Nous sommes actuellement le 30 de cette même année, et il est vrai que depuis 15 jours, j'entends des bruits bizarres venant de mon grenier. Et depuis ces même derniers 15 jours, j'ai beau me coucher dans ma chambre tous les soirs. Je me réveille chaque matin dans mon grenier. Un soir de demi-lune, tu te lèves, apeuré par l'orage qui tonne et la pluie. Tu te réveilles. Ta gorge est sèche et tu ressens le besoin d'aller boire. Tu as peur des dangers extérieurs et du noir. Pour te consoler, tu vas voir la chambre de tes parents. Ouvrant silencieusement la porte de ta main gauche. Ils dorment toujours malgré le bruit. Apaisé par cette découverte, tu entreprends d'aller à la salle de bain pour te désaltérer. Mais un long couloir sépare ta position et la salle d'eau. Tu marches et tu entends tes os ainsi que tes articulations craquer et le parquet grincer. Essayant de faire le moins de bruit possible pour ne pas aller réveiller ton père et ta mère, tu y vas doucement. L'étrange impression que quelqu'un te scrute et te suit, comme si un danger se mouvait derrière toi, perdure. Voilà que tu te retrouves au bout de ce sombre couloir. Il ne reste plus qu'à prendre la droite et tu arrives à ta destination. Malgré le peu de visibilité, tu remarques un grand miroir posé au fond du couloir. Un grand et beau miroir que tes parents avaient acheté dans une brocante, orné de bois clair.
un miroir qui semble être vieux de dizaines d'années. Tu l'ignores et tu continues ton chemin jusqu'à la salle de bain. Tu bois et tu repars pour retrouver au plus vite ton cher lit. Mais une fois de plus, ton regard est attiré vers le miroir, le beau miroir. Tu te contemples, regardant une petite croûte sur ta joue droite que tu t'étais faite plus tôt. Elle gâche ce si beau visage. Le lendemain, il fait beau, et tout le monde est dans le salon et déjeune. Sauf qu'il y a un détail qui a changé. Un détail que tes parents n'ont même pas remarqué. Ta croûte n'est plus au bon endroit. Non, maintenant elle se trouve sur ta joue gauche. Je le sais, c'est moi qui l'ai remplacée. À Monsieur le Préfet, Paris, le 3 novembre 2013. Dossier RJ. Procès verbal du jeune le 1er novembre 2013. Témoin direct du meurtre de 3 jeunes gens dans la région toulousaine perpétré par le dénommé Jimmy Desperini. Inspecteur. Je vais me raconter tout ce qui s'est passé, ok? Je vais pas te poser de questions durant ton récit, ni t'interrompre. Question de ne pas te perturber. Si besoin il y a, tu les poseras à la fin. Eh bien, tout s'est déroulé dans la nuit du 31 octobre. Je devais accompagner mon petit frère et 2 de ses amis faire le tour des maisons du quartier pour la récolte annuelle de bonbons. Comme chaque année, ça ne m'enchantait guère. À 17 ans, j'estimais que j'avais passé l'âge. Bref, pour leur faire plaisir, je les ai accompagnés. J'ai enfilé de vieux habits troués comme déguisement et on y est allé. Il devait être 22h, 22h15. Il y avait du brouillard assez épais à l'extérieur. On a commencé à faire le tour du lotissement, croisant à chaque coin de rue des tas d'autres petits mômes et leurs tas d'autres grands frères et sœurs forcés de les accompagner. Vers 23h, on avait fini le tour de lotissement, mais l'incroyable envie de bonbons de ces gosses les poussa à aller plus loin. J'aurais dit non s'ils ne m'avaient pas fait du chantage de me promener une part de leur butin. J'ai appelé mes parents pour leur dire que nous serions de retour vers minuit. On a donc fait le tour du village. Les sacs de bonbons s'agrandissaient après chaque maison et bientôt ce fut moi qui devais me les coltiner. À 23h30, on arrivait à l'entrée de notre village. On allait faire demi-tour lorsque mon frère s'est écrié qu'il restait encore une maison. C'était une vieille maison abandonnée depuis des années, et pourtant il y avait de la lumière. Avant que je ne puisse refuser cette proposition, les 3 amis étaient déjà en train de sonner à la porte. Bientôt, quelqu'un ouvrit, et ils se jetèrent sur lui en criant « Des bonbons, la mort !» Il rigola. C'était un homme d'une taille assez moyenne, et en fait il devait faire la même taille que moi. Il avait des yeux perçants et des bleus grinçants. Glaçants même. Ce qui m'a frappé, c'était ses dents, pointues comme celles d'un loup, ou du chevalier sans tête. Vous savez, dans le film de Tim Burton. Il m'a fixé pendant un moment, il m'a dit que c'était bizarre. Ça le mettait mal à l'aise, et ça me mettait mal à l'aise aussi. Il ne m'a pas donné plus de précisions à ce sujet. Avant de nous demander si nous devions rentrer à l'intérieur, nous réchauffer un peu. Il en profiterait pour nous donner des friandises. Les enfants ne se sont pas fait prier, ils sont entrés dans la maison en courant. L'homme m'attendait pour fermer la porte derrière moi. Une fois entré, j'ai eu un mouvement de recul, à cause de l'odeur qui régnait à l'intérieur de la maison. Un mélange de moisissure et de cadavres. Ne me demandez pas comment je connais cette odeur. C'est le seul mot que j'arrive à placer sur cette fragrance repugnante. Du moins, c'est ce que je pense maintenant. Alors que je montais les escaliers, en haut desquels m'attendaient 3 gosses, l'homme me murmura. La brume est tranchée au rasoir cette nuit. Un frisson parcourait les chaînes. À l'étage, nous entrions dans la pièce à vivre. La maison était abandonnée depuis des années et notre charmant hôte n'avait pas pris la peine de faire le ménage. C'était certain. Il nous dit de nous installer dans les fauteuils. C'étaient des fauteuils poussiéreux et rongés par les mites. La pièce était éclairée par des tas de chandelles à moitié consumées et les volets étaient fermés. Soudainement, j'ai comme entendu des cris et des appels à l'aide venant d'une pièce au bout du couloir. C'est à ce moment-là que l'homme a commencé à nous parler, à nous poser des questions. Les enfants n'étaient absolument pas effrayés, contrairement à moi. Il a commencé à nous demander notre âge, quelles étaient nos friandises préférées, etc. Puis, il s'absentait un moment. J'ai tenté de faire réagir les enfants en leur disant qu'on ferait mieux de s'en aller et que ce type était sûrement dangereux, mais ils ne voulaient rien entendre. L'homme est revenu avec 4 saladiers pleins à rabord de bonbons. Il nous a donc donné à chacun. Les enfants se sont précipités dessus et ont commencé à les manger. Voyant que j'étais réticent, il m'a approché son visage du mien et en me souriant, il m'a dit simplement ce que j'ai fait. Puis, c'est là que ça a mal tourné.
La maison de mon frère s'est mis à crier de douleur, à cracher du sang. Puis mon frère à son tour. La gerbe de sang qui sortit de sa bouche fut accompagnée d'une chute de fragments de lames de rasoir sûrement cachés au hasard dans les bonbons. Et moi, j'étais paralysé. Mais mes yeux devenaient lourds. Le troisième garçon, effrayé, s'était recroquevillé dans le fauteuil et criait. L'homme alors dit avec un sourire. Je suis si barbant que ça. Il a ensuite sorti un vieux rasoir de son veston, s'approchait du troisième garçon qui s'enfuit en courant. Les lames se sont fermées, et la porte d'entrée du salon s'est refermée brusquement, soufflant les chandelles. Et la dernière chose que j'ai entendue était le cri de douleur du petit. Je me suis réveillé quelques minutes après, bâillonné avec un chiffon dans la bouche. Mes pieds tremblaient et trempotaient dans le sang. Les chandelles étaient rallumées et l'homme tournait le dos, faisant face à un chauffe-eau où il faisait chauffer quelque chose. Puis, il s'est tourné vers moi, avec une assiette dans la main. Il m'a dit « J'ai rarement quelqu'un avec qui dîner. C'est l'occasion. » Il m'a retiré le chiffon et m'a tendu planté sur une fourchette un morceau de viande ressemblant à du foie. J'en étais dégoûté et je me suis évanoui à nouveau. « Tu aimes ton frère, n'est-ce pas? Prends-en donc un autre morceau. Prends-le. Mange !» Mes parents m'ont découvert, sans doute 20 minutes après, au pas de la porte de ma maison. Au moment où ils partaient à notre recherche, accueillis de ne pas me voir revenir. J'avais dans ma poche le papier que je vous ai remis ce matin. Voici une copie de papier en question. Chers parents, je vous demandais des reins tentés pour ce soir et de ne pas venir me rendre visite. Vous et votre enfant devez être fatigués. Attendez donc demain pour aller venir à la police. Si votre charmant jeune homme n'arrive pas à dormir, et je peux le concevoir, chantez-lui cette berceuse. Dans la brume, je m'avancerai. Dors, enfant, dors. Puis de toi, je serai là, tout près. Dors, enfant, dors. Alors je sortirai ma lame. Dors, enfant, dors, et j'éteindrai ta flamme. Dors, enfant, dors. Celle de la chandelle dansera. Dors, enfant, dors, pendant que ton sang se déversera. Dors, enfant, dors. Puis, dans la brume effrayante, dors, enfant, dors. Ô moi, pauvre âme errante, dors, enfant, dors. Je m'en irai déguster. Dors, enfant, dors, le foie que tu m'as donné. Quelques heures après, un raid a eu lieu au domicile du suspect. Les volets étaient ouverts, cependant la lumière des chandelles tamisait l'appartement et donnait une luminosité assez faible. Les chandelles se sont soudainement éteintes et un tireur d'élite a eu l'autorisation de faire feu. Le suspect a donc été abattu dans l'après-midi du 1er novembre. Son corps serait inhumé dans un lieu tenu secret. Il avait l'intention de s'en prendre à nouveau aux deux jeunes âgés de 7 à 8 ans. À notre entrée dans son domicile, nous fûmes frappés par l'odeur nauséabonde qui y régnait, et que nous avons signalé le jeune homme. Dans la cave, deux de nos hommes découvrirent plus de 6 cadavres d'enfants, dont le signalement de disparition de ceux qui nous étaient parvenus il y a à peu près 20 minutes. En plus, des 3 enfants signalés dans le procès-verbal. À l'étage, les 2 enfants étaient encore en vie, cachés dans un coin, les yeux fermés. Apeurés, ils ont rapidement été pris en charge par les secours. Jimmy Disparini était tendu au sol. Nous aurions pu être contents de l'avoir interpellé, mais l'expression sur son visage nous rendait plus triste qu'autre chose. La balle a traversé son crâne de part en part. Le sang coulait de sa plaie. Pendant un moment, il était devenu humain, et plus ce monstre sanguinaire que nous avions traqué. On pouvait lire sur son visage une grande surprise. Il n'avait, semble-t-il, pas prévu cet événement. Pourtant, 4 chandelles avaient été déposées autour de son cadavre en guise de recueillement, par quelqu'un qui ne faisait certainement pas partie de notre équipe d'intervention. Étrangement, ceci était allumé alors qu'avant le coup de feu, nous avions bien aperçu les lumières des chandelles s'éteindre. Peu de temps après, nous apprenions la mort accidentelle du tireur d'élite qui avait tué Desperini. Il aurait fait une mauvaise chute dans les escaliers de la caserne. L'autopsie nous en apportera et nous apprendra plus, sinon sur les causes de sa mort assez suspectes selon moi. Le dossier Razor Jim est donc clos.